Bonjour ou rebonjour pour ceux qui étaient déjà là pour cette quatrième université d'EFIMED. Merci d'être présent et d'être avec nous pour la suite. Il y a eu un préambule tout à fait magnifique hier avec les producteurs de l'écotourisme. Nous sommes dans le cadre d'une université dont le concept est de réunir des acteurs pour nous aider à réfléchir sur un plan d'action, un projet que DefiMed mène dans les mois qui suivent. Alors, il y a beaucoup de partenaires, d'acteurs qui sont très actifs avec DefiMed qui interviennent dans nos universités. Et puis, il y a les potentiels acteurs, ceux qui peuvent nous rejoindre ou qui ont commencé à s'intéresser à ce qu'on fait. L'objectif cette année de la quatrième université d'EFIMED, alors cette quatrième université est réalisée avec le partenariat du ministère de la Culture, de l'ADEME, de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et avec l'appui du Pays de Grasse, de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, dont nous aurions bien aimé, et eux aussi, être dans la réalité, mais nous sommes bien sûr obligés d'être dans la virtualité, avec leur magnifique palais des congrès de Grasse. Mais ce n'est que partie remise, n'est-ce pas Pascal? On verra ça pour l'année prochaine. En tout cas, cette année, la thématique, comme on l'a dit en introduction avec Anne France, c'est vraiment de questionner un écotourisme qui puisse grandir, un écotourisme aujourd'hui qui peut jouer une part importante dans nos transitions. On est vraiment avec cette crise sanitaire et la crise écologique, ne l'oublions pas au sens global, dans une accélération de défis à relever qui pointent certaines urgences. Est-ce que le tourisme, dans sa transition, est-ce que le secteur de l'écotourisme, c'est-à-dire un tourisme respectueux des populations locales, de leur culture et de l'environnement, est-ce que cet écotourisme peut jouer un rôle? En tout cas, clairement, c'est non à l'échelle où il est aujourd'hui, c'est-à-dire marginalisé par rapport au tourisme conventionnel la plupart du temps, et alors particulièrement en Méditerranée. Mais incontestablement, cette année, il a eu l'opportunité d'avoir des éclairages nouveaux, d'être questionné. Et le rôle de l'association d'EFIMED, c'est de questionner un écotourisme participatif avec l'entrée en scène de la société civile pour voir si, effectivement, de manière intelligente, entre les rives méditerranéennes, nous pourrions mettre en scène cet écotourisme-là dès l'année prochaine avec des expériences pilotes. Et donc, certains territoires vont être invités à être partenaires. Et à ce titre-là, nous aimerions aboutir à un mois euroméditerranéen de l'écotourisme au mois d'octobre 2021 qui mettra en lumière toutes les expériences pilotes que nous aurons réalisées donc en 2021, questionnant cette participation de la société civile et d'une intelligence collective. Donc, quelque part, voilà l'enjeu. Et pour cela, eh bien, dans cet atelier numéro 1 de l'Université d'EFIMED, encore une fois, merci messieurs, dames d'être présents, nous allons questionner des réseaux, c'est-à-dire des communautés d'acteurs, des organisations qui ont mis en place des programmes qui relient des acteurs de l'écotourisme entre eux, localement ou à l'échelle internationale, et qui vont pouvoir nous parler, nous témoigner un petit peu de ce qu'ils font déjà en un premier temps, et effectivement de la pertinence de vous relier les uns les autres, parce que vous êtes que quelques-uns à avoir été invités dans cette université d'EFIMED, mais les réseaux sont importants et ne sont pas négligeables à l'échelle de la Méditerranée. Alors, je répète encore une fois que ce qui est ressorti, et je vais laisser la parole à Yves hier, mais qu'on constate depuis longtemps, bien sûr, tous, c'est que les producteurs écotouristiques se sentent isolés, vraiment cloisonnés, même s'ils ont la chance, c'est pas parce que Pascal est là, pour ceux qui sont sur le Pays de Grasse, d'avoir un accompagnement et d'être vraiment mieux accompagnés qu'ailleurs, mais sinon la plupart témoignent de leur isolement et de leur débauche d'énergie pour essayer de s'en sortir et de ne tout simplement pas mourir. Donc, quelque part, c'est bien dommage parce qu'on peut s'appuyer sur ce capital-là. Alors, je vais d'abord, donc je vous ai remercié, je vais saluer Yves Durand, je vais te laisser te présenter Yves. Je tiens à saluer Patricia Lebras aussi, qui va réaliser à son tour la synthèse de cet atelier. L'objectif, c'est que comme on devine que tout le monde ne peut pas suivre tous les ateliers, 14 heures d'ateliers de l'Université d'EFIMED, eh bien, nous avons des rapporteurs par atelier qui rapportent la synthèse de l'atelier pour l'atelier suivant.
de sorte de faire bien une jonction entre les ateliers. Et puis nous avons Guylaine Debras qui est avec nous aussi, qui elle sera chargée de faire demain en début d'après-midi la synthèse des 2 journées pour le dernier atelier, la dernière table ronde. Voilà, donc j'ai à peu près tout dit et tout cadré pour le lancement concret de cet atelier. Yves, c'est à toi de nous rapporter en 5-6 minutes ce qui s'est dit hier avant d'enchaîner avec notamment Pascal. Yves, micro. Voilà, c'était toi qui bloquais mon micro. J'ai rien fait. Donc voilà. Bon. Vas-y. Donc c'est bon, tout le monde m'entend? Très bien. Ok. Donc je vais essayer de synthétiser en 5 minutes ce qui s'est dit hier, qui était vraiment une session passionnante. Donc elle rassemblait une dizaine d'entrepreneurs de projets d'écotourisme, 9 exactement. Donc sur les 2 rives de la Méditerranée, Maroc, Tunisie, Var et la région de Grasse, avec des expériences et des parcours très, très variés, à des stades aussi différents d'implantation et de développement, mais avec une ressemblance incroyable, une ressemblance saisissante. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est plutôt que de resynthétiser chaque lieu. Et en fait, chacun a des sites web et certains sites web sont absolument incroyables. Donc, je pense qu'Éric, tu redonneras les sites web de ces producteurs. Mais ce que je vais essayer de faire, c'est reprendre en fait tous les points qui sont communs à leur démarche. Donc, chacun a expliqué sa démarche et en fait, il y a une similarité absolument incroyable. Alors, tout d'abord, ça démarre toujours avec l'amour d'un lieu et d'un patrimoine souvent fragile, d'une histoire. Donc que ce soit en plein désert, en pleine nature, dans un plateau reculé ou même dans un milieu urbain ou semi-urbain, ça démarre toujours par cet amour d'un patrimoine fragile. Donc derrière ça, il y a une même volonté environnementale, clairement, de préserver, de protéger, même de recréer un écosystème et un patrimoine. Donc aussi la même éthique, clairement, le rejet du chimique pour tout le monde, le compost, l'utilisation parcimonieuse des ressources, l'utilisation d'énergie verte, le recyclage et la neutralité carbone finalement, qui est un souci pour tout le monde. Comme tu l'as dit, Eric, le démarrage, ça c'est un point commun aussi, un démarrage dans la difficulté, sans aide, souvent dans l'incompréhension. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que ces entrepreneurs sont de vrais pionniers, de vrais innovateurs. Ça apparaît très clairement. Mais aussi, ce qui est frappant, c'est leur humilité. Et ce qui cite tous, c'est toujours ce désir d'apprendre toujours. Enfin, c'est assez frappant. Donc, quand ça commence à se développer, toujours aussi, ce qui est commun, c'est l'utilisation de produits et d'artisans locaux qui finalement développent une petite économie locale. Et c'est particulièrement visible dans les terrains arides de Tunisie au Maroc où ça se voit vraiment. Donc, c'est avec les petits villages qui participent au projet. Donc, un autre point commun, c'est le développement d'un vrai savoir-faire. Ces entrepreneurs ont développé une véritable expertise, parfois durement gagnée, au niveau restauration, agriculture bio, permaculture, agroforesterie, élevage, etc. C'est de vrais experts qu'on a. Et une démarche d'innovation, clairement une démarche d'innovation au sens auquel on donne actuellement à l'innovation, avec des idées incroyables dans le recyclage de l'eau, des vélos rechargés au solaire, etc. Donc ça, c'est aussi frappant. Et ce qui les rassemble aussi, c'est ce besoin de partager, c'est très clairement de transmettre, avec tous accueil des classes vertes, des étudiants, des portes ouvertes, etc. Et puis finalement, dans tous ces projets, après toutes ces difficultés, souvent des projets qui deviennent des références, avec des prix, des trophées prestigieux pour certains,
la rencontre d'un public et un effet, dès que ça démarre, un effet d'entraînement et un véritable impact local, régional, avec, comme il a été dit, le risque aussi de mauvaise copie si on n'y associe pas l'éthique et les valeurs. Alors, pour aller plus loin, et c'est ce qui a fait l'objet de la discussion, donc c'était comment étendre cet écotourisme vertueux, comment disséminer, comment reproduire ces modèles. Alors, donc, il a été cité tout de suite le besoin d'un réseau, hein, clairement, hein, pour défendre les valeurs, pour relier, pour un soutien mutuel hein, dont les gens ont besoin, mais aussi pour amener plus de crédibilité, cette crédibilité dont ils ont aussi besoin. Hein. Donc, on a parlé, donc, bien sûr, de réseaux virtuels, mais aussi de réseaux réels. On a parlé de besoins de circuits pédestres, par exemple, de circuits cyclistes, équestres, etc. Et donc, besoin d'itinéraires, de cartes. Hein, et donc, d'où l'idée d'inclure des lieux d'écotourisme dans des circuits culturels existants, comme le chemin d'Artagnan, etc. Donc, ça, c'est une démarche commune à beaucoup. Et aussi, on a parlé de la difficulté de la surfréquentation. Quand chacun a trouvé son public, il y a ce risque-là. Donc, on a parlé beaucoup de sagesse, hein, d'autolimitation, pour ne pas non plus réserver l'écotourisme à une élite, mais le besoin du passer d'un quantitatif au qualitatif. Et donc, on a parlé d'un écotourisme agrégateur, j'ai bien aimé le terme, pour passer à un retour plus partagé, hein, souvent en milieu rural, à l'opposé de profits très concentrés par le tourisme de masse. Hein. Le tourisme de masse concentre les profits dans les grands hôtels, des choses comme ça. Là, ce serait l'idée d'un retour plus sage, plus partagé. Donc, on a parlé bien sûr le besoin de sensibilisation et d'implication des élus ou de leurs relais techniques, hein, les syndicats d'initiative, etc., les services techniques, pour accompagner et pérenniser donc, cette économie durable, ne serait-ce que aussi parfois pour éviter des dégâts irréparables, hein, simplement par méconnaissance. Hein, donc, c'est un besoin d'échange très, très clair. Donc, l'idée aussi est bien sûr de montrer l'intérêt pour le développement de territoires qui dépérissent, hein, et donc avec une démonstration claire hein, qu'il est possible de les développer d'une façon durable. Donc, l'idée a même été citée de viser des conseils d'administration aussi, hein, souvent très heureux de se retrouver dans ces lieux d'exception pour leur réunion de conseils d'administration et qui vont aussi permettre de diffuser ces valeurs dans l'économie réelle. Et enfin, l'exemple a été donné de la Corse qui semble avoir aussi réussi à cet engagement des élus. Donc, c'est aussi un exemple qui a été cité hier qu'on pourra regarder. Voilà, j'ai essayé de tenir dans les 5 minutes et de résumer ce qui a été dit hier, ce qui était pas facile vu la richesse de ce qui a été démontré. C'était éblouissant. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai beau en connaître une grande partie, mais je suis toujours... là, j'ai été impressionné de voir qu'un réseau de producteurs à l'échelle de plusieurs pays peut constituer une vraie intelligence collective et effectivement questionner de manière très pertinente leur rôle qu'ils jouent dans les territoires et peut-être à l'échelle aussi internationale. Donc effectivement, merci Yves, c'était limpide et tu as bien résumé complètement ce qui s'est dit hier. Pascal, alors on va commencer avec toi parce que nous sommes honorés d'être accueillis même virtuellement par le Pays de Grâce. De ce fait, si nous sommes sur le Pays de Grâce accueillis, c'est aussi parce que Défimed depuis cette année est grassoise.
donc, à son siège à Grasse. Pourquoi avoir choisi de mettre notre siège à Grasse? C'est parce que eh bien, cette communauté d'agglomération a investi beaucoup dans l'alternatif et il y a une vraie dynamique qui existe à travers notamment le tourisme. Qu'elle partage un parc, dont on va parler juste après toi, Pascal. Et effectivement, c'est de cela que j'aimerais que tu puisses nous présenter, c'est-à-dire ton rôle, qui tu es, et puis comment tu agis au niveau de producteurs écotouristiques, même si peut-être ce n'est pas fléché très précisément, enfin tu vas nous le dire, mais en tout cas, nous parler un petit peu de cette dynamique en 3 minutes, hein, parce qu'on va revenir après sur les interactions entre vous, c'est ce qui est le plus important. Voilà, je te remercie. Merci Eric. Bonjour à tous. Alors qui je suis? Moi, je m'appelle Pascal Broquiro. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'office de tourisme. En redéfinissant les qualités, les propriétés et le contour de notre office de tourisme, nous avons, je crois, gravi des paliers. Avancé dans le domaine qui nous tient à cœur aujourd'hui. J'introduirai par peut-être très rapidement la définition d'un office de tourisme tel que nous le pratiquons. Hein. Je crois que c'est ça qui est important. Je mettrai deux points les plus importants. Un, l'office de tourisme, c'est un baromètre, un véritable baromètre, une prise de pouls d'un territoire et de ses besoins de promotion. Ça, c'est important. Et un office de tourisme, c'est un impulseur. C'est quelqu'un qui impulse. C'est quelqu'un. Vous voyez, je le personnifie comme si c'était une entité humaine, mais parce que j'y crois beaucoup. Cette prise de pouls ne doit pas rester lettre morte et doit nous permettre, j'espère, je pense, c'est le cas, d'avancer, d'imaginer des choses, de fédérer les partenaires. Et moi, j'ai été très sensible puisque il y a bien quelques années maintenant, j'arrivais du privé. J'étais agent d'escale, j'étais directeur d'agent de voyage, enfin, j'ai fait plein de choses. J'ai trouvé un véritable intérêt, plus que ça, une véritable vocation à être auprès des partenaires, à mieux les connaître, à connaître leurs besoins, à partager leurs problèmes, mais aussi leurs moments de grands résultats, de grands bonheurs quand on arrive à décrocher de nouveaux marchés, à avoir une nouvelle visibilité. Et donc, fédérer les partenaires, pour nous, la chose la plus intéressante à l'époque, et toujours aujourd'hui, c'est que, de façon par le biais associatif, l'Office de tourisme est une association. De fait, nous vivons avec des membres. Nous avons des membres et ces membres, ils ont des droits et des devoirs. J'en ai, alors, au-delà du partenaire institutionnel que représente Sophie et le parc naturel régional sur lequel, avec lequel nous travaillons beaucoup. J'en vois deux là et je suis vraiment toujours très content de voir arriver les noms puisque je vois qu'il y a Patrick du Sotéroscope de Baume Obscur et Mélanie qui a fait, je crois, à tes côtés, Eric, un boulot considérable et qui s'est lancée dans une période tellement difficile. Mélanie, tu as le micro coupé, mais je ne te vois pas, mais je t'embrasse. On a eu le Jas du Rocher hier, par exemple, aussi, hein, qui sont merveilleux. Oui. Ouais, par exemple. Donc, pour caler avec l'environnement, pour que vous compreniez comment nous, on a travaillé depuis maintenant de nombreuses années, nous avons été les premiers, je le dis, je le revendique parce que c'est vrai, nous avons été les premiers à structurer notre promotion et nos partenariats autour de 4 axes stratégiques de promotion. Ces 4 axes stratégiques, ils ont fait en sorte, milieu associatif oblige, de pouvoir agréger l'ensemble des partenaires de l'Office de tourisme en les faisant participer au projet. Ce projet, c'est Destination Grasse, devenu depuis quelques années Destination Pays de Grasse. Ces 4 axes, ils sont très simples à imaginer, à comprendre. Le premier,
fleurs et parfums. C'est loin d'être compliqué pour nous et l'inscription des savoir-faire en matière de parfumerie au patrimoine immatériel de l'humanité nous ont fait beaucoup de bien, et je pense que ça n'est que le début. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc là-dedans, on imagine plein de choses. On imagine de pouvoir parler et promouvoir le musée de la parfumerie, les jardins, les ateliers d'aromathérapie, les visites de parfumerie, etc., etc. On a une vraie position forte. Ça, c'est le premier axe. Le second, culture et patrimoine, élargi à l'ensemble du Pays de Grâce. On commence à parler de Pays de Grâce, de Pays d'art et d'histoire. C'est des choses que nous soutiendrons avec plaisir. Et là aussi, il faut toujours imaginer, quand on parle de tourisme, savoir en direction de qui on promeut, en direction de qui on peut véhiculer ce type de valeur. Je prends un exemple qui est toujours très, très parlant. Sophie me l'a déjà entendu à de nombreuses reprises. C'est que quand on parle de centre médiéval, pour ne parler que du centre-ville de Grasse, et qu'on s'adresse à une clientèle américaine qui n'a que 200 ans d'existence, je simplifie, je caricature même un petit peu, mais c'est un peu ça. Eh bien, on a les yeux qui pétillent, on a les yeux qui s'ouvrent, on se dit waouh, il y a des choses vraiment intéressantes. Le territoire est intéressant pour cela. Donc, je pourrais citer un maximum d'exemples, notamment le passage d'Ivan Bounin pour la clientèle russe, etc. Je veux dire, on essaie systématiquement de mettre en cohérence, et ça, c'est important chez nous, l'offre et les cœurs de cible potentiels. Ça, c'est donc le deuxième axe. Le troisième, ils ne sont en rien hiérarchisés par ordre d'importance. Le troisième, art de vivre et gastronomie, autour d'une idée qui va bien avec la thématique d'aujourd'hui, c'est de dire ici, sur notre territoire, nous sommes près de tout si nous le souhaitons et loin de tout si nous le souhaitons aussi. Ce qui a été vécu comme un relatif retard dans les années 80-90 est aujourd'hui en passe de devenir un véritable atout touristique. Et là, là aussi, on a des choses à dire. Et le dernier, et non des moindres aussi, puisqu'on est en plein dedans, et que nous militons pour faire de façon intelligente et raisonnée de notre territoire le poumon vert de la Côte d'Azur, c'est toutes les activités de pleine nature, tout ce qui touche de près ou de loin aux APN. Vous voyez que là, c'est combien de communes, tu peux le dire? Combien 23. 23 communes. Le Pays de Grâce administratif. Maintenant, si on veut élargir le Pays de Grâce, que moi j'appelle plutôt le Pays de Grâce historique, c'est-à-dire l'ensemble des communes qui ont affaire, qui ont à partir, dont leur vie est liée à Grasse, qui est un peu la ville-centre. On va bien jusqu'à une quarantaine. Et d'ailleurs, il y a des projets en ce sens. Donc, sur tout ça, nous sommes, on va dire, la quatrième ville, le quatrième territoire de la Côte d'Azur, après nos amis et non moins concurrents de Nice qu'à Antibes. Mais au final, les valeurs que nous véhiculons, elles sont d'abord, elles sont légitimes. Et puis, il n'y en a aucune des trois devant nous qui a la même stratégie en termes de promotion. Je me souviens ça fait une petite vingtaine d'années, de me retrouver sur les principaux salons nationaux et internationaux, même au fin fond du Canada et de la Chine. Nice aujourd'hui est obligé avec la métropole, la loi MAPTA, les choses ont évolué, mais Nice faisait du Nice, Cannes faisait du Cannes, Antibes faisait du Antibes, et Grasse faisait déjà du Pays de Grâce depuis très 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 longtemps. Donc on a une véritable un véritable ADN là-dessus, et les producteurs, les metteurs en scène en termes d'activité ont toujours fait partie de notre consistance, de notre ADN réellement. Et on peut parler d'écotourisme précisément, ou c'est transversal un petit peu comme tu l'as dit à certains axes? J'ai envie de dire, l'OT du Pays de Grâce parlait d'écotourisme et faisait de l'éco-développement avant que le terme n'existe et ne soit à la mode un peu aujourd'hui. C'est un vrai ressenti, parce que quelque part, faisant partie de notre ADN, il est dans l'ensemble de notre discours. On ne parle pas d'écotourisme spécifique et de partenaires écotouristiques, mais systématiquement, le fait d'avoir
pour plus de visibilité et de lisibilité, structurer notre promotion autour de ces 4 axes stratégiques que j'ai lancés en préambule. Quand on parle d'art de vivre et pourquoi pas de gastronomie, mais on est déjà dedans, on est déjà dans le concept. Il est pas connoté, estampillé écotourisme pour autant, mais il est, je prends un exemple simple, hein, je ne sais pas si notre ami, parce que je n'ai pas tout l'écran, si notre ami Patrice, je le dis avec beaucoup d'amitié, il le sait de toute façon. Donc, mon ami Patrice Longour est dans le coin. Quand Patrice, avec son équipe, a pu commencer à travailler sur le projet, je le dis souvent, ils ont dû acheter le terrain, signer le terrain le mardi, le jeudi, il était dans mon bureau. On était déjà… Patrice, il faut préciser, c'est les monts d'Azur, hein, c'est ça? Voilà, oui, absolument. Avec Ce qu'on introduction. appelle la réserve de Bison par chez nous, hein, le domaine du Haut-Oran, qui est un produit hors du temps. Comment imaginer à 1h10 de Cannes et comment expliquer, c'est le job, mais comment expliquer qu'à 1h10 de Cannes, en plein Côte d'Azur, parce que la Côte d'Azur ne se résume pas aux 10 mètres de banc de sable qu'il y a au bord de l'eau, si joli soit le sable d'ailleurs, eh ben, on va trouver des balades en calèche et faire des safaris au milieu de bisons sauvages, de daims et de chevaux qui ont encore les mêmes chromosomes qu'à l'époque préhistorique. C'est hors du temps. Et ce côté hors du temps, on aime le cultiver, on l'apprécie, on le met en valeur. On représente une alternative, c'est une évidence, mais une alternative qui n'en est pas une en fait, et je terminerai avec ça. Imaginez ou faites un petit retour de quelques mois avec le début de la période compliquée que nous vivons en termes de confinement. Le moyen et le haut pays s'en est bizarrement, pas bizarrement, c'est pourquoi, s'en est très très bien sorti. Très très bien sorti parce que pour X raisons, les gens sont montés se confiner dans des résidences qu'ils avaient déjà. N'oublions pas qu'on peut être aussi touriste autour de sa propre résidence, qu'elle soit principale ou secondaire. Ça, c'est la première chose. Mais aussi, il y a beaucoup de gens qui ont vite pris une location et qui sont montés se confiner là où les espaces étaient rayonnants, où l'air était pur et où le plaisir était encore à 100% malgré les conditions difficiles que nous étions obligés d'absorber. Voilà un peu. Hein, très bien, Pascal, on va revenir de toute façon avec toi. C'est très intéressant, d'autant plus que tu témoignes bien au nom des offices de tourisme. Alors, tu vas être notre ambassadeur des offices de tourisme aujourd'hui, mais s'il y a bien le premier réseau auquel on doit s'adresser, évidemment, notamment en France, pour parler de réseau, c'est bien les offices, ce sont bien les offices de tourisme. Donc, merci pour ton témoignage très précieux et on va enchaîner naturellement avec Sophie Lagarde. Donc, Sophie, je vous laisse vous présenter également. Et là, vous allez être un peu l'ambassadrice des parcs. Hein. Donc, autre réseau, et je tiens à dire que les parcs, particulièrement en Europe, ont compris depuis pas mal de temps l'intérêt d'investir dans de l'écotourisme ou du tourisme durable, puisqu'il y a la charte européenne du tourisme durable qui est adoptée par pas mal de parcs. Alors, vous, au niveau du parc, vous avez investi évidemment dans l'écotourisme et vous êtes en plein boom. Donc, merci d'être là et puis de nous témoigner un petit peu de ce que vous faites pour qu'on imagine ce qui pourrait être fait ailleurs. Si vous avez le micro que je dois vous donner. Alors, attendez, je vous cherche, Sophie. Voilà. Vous pouvez y aller. Pardon. Bon, merci. Donc, effectivement, je travaille comme chargée de mission tourisme pour le parc naturel des Préalpes d'Azur, mais qui est étroitement donc, impliqué dans le réseau des 9 autres parcs naturels de la région PACA et plus globalement des 50 et quelques autres parcs naturels de France. J'avais 3 planches de photos à vous partager. Vous pouvez le faire, normalement. Voilà, c'est en cours. C'est bon. C'est bon. Je vais en mettre plein écran pour que voilà, ce sera peut-être plus lisible. Donc le parc naturel des Préalpes d'Azur, pour ceux qui ne le situent pas forcément, donc ce sont 47 communes sur en partie le pays de Grâce, sur son moyen et sur son haut pays, et qui s'étend donc jusqu'à la vallée du Var sur sa partie est et jusqu'au nord des Alpes-Maritimes, à la frontière du Verdon et des Alpes de Haute-Provence.
Donc, le parc naturel des Préalpes d'Azur a son label depuis 2012. Donc, ce label lui a été conféré de par la richesse de ses patrimoines naturels, culturels et paysagers, et sur la volonté des acteurs et des partenaires de s'engager sur un projet de territoire à 15 ans. Donc, ces partenaires se sont engagés dans une charte qui a pour ligne directrice de concilier la préservation des patrimoines tout en conciliant cette préservation avec le développement économique du territoire, qu'il soit par le maintien et le développement de l'agriculture, mais aussi par le développement d'un touristique qui se veut le plus durable et le plus responsable possible. Donc, j'ai pris 2 exemples de projets qui peuvent illustrer l'action du parc en termes de mise en réseau d'acteurs de l'écotourisme et de qualification d'offres écotouristiques. Donc, le premier exemple, c'est la marque Valeur Parc Naturel Régional, qui est une marque nationale et qui est déclinée ensuite dans les 54 parcs naturels de France maintenant. Donc, nous, au niveau des Préalpes d'Azur, nous avons développé cette marque-là sur les produits agricoles et sur les prestations accompagnées d'activités de pleine nature. Donc, nous avons aujourd'hui un réseau d'environ 20 professionnels, qu'ils soient accompagnateurs en montagne, guides de pays, guides d'escalade, éleveurs, apiculteurs, pisciculteurs aussi. Donc, voilà, c'est un réseau qui est fédéré autour de 3 valeurs, là aussi communes au parc. Une première valeur qui va concerner le respect de l'environnement. C'est-à-dire que ces producteurs et ces accompagnateurs en montagne, par exemple, s'engagent à développer leur activité en accord avec l'environnement dans lequel ils exercent, et qu'ils ont aussi une volonté de partager et de transmettre cet environnement. Donc, il y a de fortes valeurs aussi derrière d'éducation à l'environnement. La deuxième valeur va être le fait d'accompagner l'économie locale, c'est-à-dire une activité dont le profit va servir au territoire, va servir à créer des services, à maintenir des emplois. Donc ça, c'est une des valeurs fortes. Et enfin, une troisième valeur qui est le bien-être humain, à la fois pour le fonctionnement de l'activité en propre, mais aussi dans les valeurs de transmission et d'éducation de ces activités. Donc là, on voit quelques éleveurs à l'image et quelques accompagnateurs en montagne qui ont cette marque. Cette marque-là, elle est aussi portée au niveau du réseau des parcs naturels de la région PACA, qui copilote depuis l'année dernière le contrat de filière écotouristique, donc qui est un contrat qui est piloté au niveau des espaces naturels protégés de la région, en partenariat avec l'Agence de développement touristique du 04, et qui vise à qualifier l'offre écotouristique de la région. Donc, cela passe entre autres par la marque, mais également par une action du REN sur l'amélioration de la gestion des flux de fréquentation sur nos espaces naturels protégés, notamment sur les sites les plus sensibles, ou encore par la qualification des offres écotouristiques sur la plateforme Happy Day. Donc, voilà pour ce projet. Et le deuxième exemple dont je souhaitais vous parler en ce qui concerne la mise en réseau d'acteurs écotouristiques est une offre d'itinérance que le parc a coordonnée, mais vraiment en partenariat, que ce soit avec les offices de tourisme comme le Pays de Grasse, mais également avec tout le réseau associatif et économique du territoire. Donc, cette offre d'itinérance, c'est un grand itinéraire à pied de 5 jours qui propose de partir à la découverte des Préalpes d'Azur, de Saint-Auban jusqu'à Grasse ou alors jusqu'à Vence. Donc, ce n'est pas qu'un itinéraire, puisque dès l'émergence du projet, le parc et ses partenaires ont fait le choix déjà de valoriser l'existant. Donc, à la fois en termes de sentiers, donc on est parti sur les 2 GR qui maillaient le parc, mais aussi en termes de tissu économique. Donc, on est parti avec les gîtes, les chambres d'hôtes, les épiceries qui existaient sur le territoire et qui avaient à cœur de faire vivre, que ce soit leur centre-bourg ou plus largement le territoire sur lequel elles exerçaient. Donc, pour cela, on a conventionné aujourd'hui avec une vingtaine d'hébergeurs
qui se sont engagés sur un cahier des charges à accueillir de la meilleure des façons le randonneur itinérant, mais aussi à transmettre ce que pour eux étaient les Préalpes d'Azur. Donc ça, c'est un volet. L'autre volet a été aussi que cette offre d'itinérance, elle soit vecteur de transmission et d'éducation à l'environnement. Qu'elle mette plutôt la lumière sur des sites qui n'étaient pas connus, plutôt que sur des sites qui étaient déjà très fréquentés. Donc pour cela, par exemple, on a fait plusieurs réunions et actions de concertation avec les représentants du pastoralisme et des éleveurs en direct, de façon à ce que le linéaire du sentier qui était choisi soit le plus intégré possible dans ces usages du territoire. Sophie, vous estimez à combien le nombre d'acteurs, de producteurs qui sont associés, par exemple, à ce type d'action? Sur la mare alpine, donc on a conventionné avec une vingtaine de gîtes chambres d'hôtes, sachant qu'il y en a une trentaine au total référencés sur l'entièreté. Au niveau des éleveurs, on doit être autour d'une dizaine. Et puis, oui, voilà, je ne compte pas non plus tout le volet promotion, commercialisation. Donc, à la louche, je dirais voilà, entre 50 et 60 partenaires. Il y a aussi les accompagnateurs en montagne, les guides de pays, qui peuvent proposer cette offre d'itinérance de manière accompagnée. Donc ça aussi, c'est un volet important. Très bien, merci. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ce qui est intéressant aussi, Sophie, 2 mots sur le réseau Provence-Alpes-Côte d'Azur, des PNR, de ces parcs. Est-ce que c'est un potentiel de réseau phénoménal, hein, il faut le dire, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, je ne me trompe pas, hein, Sophie, est la région qui a le plus de parcs en France. Et de ce fait, est-ce que vous pensez que ce réseau peut être optimisé? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer fonctionner, par exemple, nous, au DefiMed l'année prochaine, alors vous ne pouvez pas vous avancer par rapport au réseau, mais est-ce qu'on peut imaginer que ce réseau est très fonctionnel et qu'il peut être très réactif à l'échelle de tous les parcs pour mobiliser des acteurs comme cela, par exemple, dans une initiative comme le mois euroméditerranéen de l'écotourisme? Alors, c'est vrai que le réseau des parcs, on a la chance en région PACA d'avoir une animation, donc des moyens humains qui sont dédiés à l'animation du réseau des parcs, avec une partie de ces moyens humains qui sont encore plus particulièrement dédiés à l'animation du contrat de filière écotouristique. Donc, effectivement, il y a de la force d'animation et de la ressource. Ce réseau-là a aussi, depuis son lancement maintenant, acquis une certaine expérience en termes d'animation de réseaux d'acteurs publics-privés. C'est vraiment ce qui fait son ADN. Par exemple, les animatrices sont chargées d'auditer les professionnels qui candidatent à la marque Valeur Parc et aussi de mettre en place des dispositifs d'accompagnement, que ce soit des formations des professionnels en question, de former aussi les agents des parcs naturels pour qu'eux puissent ensuite accompagner ces réseaux de producteurs. Donc voilà, c'est une ressource qui existe en tout cas. Ben, merci beaucoup. Vous voyez, alors on a un nouvel exemple de cet écotourisme qui pourrait reposer sur un réseau de parcs. Et encore une fois, en France et en Europe, on est en avant. Je sais qu'en Italie aussi, c'est bien développé. Et quelque part, là, on a un bel exemple local de ce que vous faites, à travers ce que vous faites, de ce qui est possible de faire et ce qu'on peut peut-être imaginer, donc ensemble faire. Donc on est passé, merci Sophie, hein, et puis bien sûr à travers les discussions après, tout de suite après. Donc on est passé des offices de tourisme au parc et là on va arriver aux agences. Alors on va faire une première traversée partielle de la Méditerranée virtuellement, bien sûr, pour se retrouver en Sardaigne. Quel dommage de ne pas se retrouver en Sardaigne réellement. Avec Jean-Luc. Jean-Luc, pareil, je te laisse te présenter et toi, bien sûr, la force des agences d'écotourisme comme la tienne, Sardaigne en liberté, hein, donc une agence d'écotourisme, c'est que effectivement là tu as repéré toi et relis des producteurs écotouristiques et bien sûr tu formes des packages qui permettent aux visiteurs d'aller à la rencontre de ces producteurs. Ah, alors attends, parce que je n'ai pas encore le réflexe, pardonnez-moi, donc il faut que je te donne la main, je devine. C'est fait.
Ça marche? Ça marche. D'accord. Donc, bonjour à tous. Je me présente. Donc, je suis Jean-Luc Madinier. Je suis le responsable de l'agence d'écotourisme Sardaigne en Liberté. Alors, pourquoi un nom français? Parce que tout simplement, c'est une agence francophone et donc qui a plus de 50% de ses voyageurs qui sont français ou francophones. Et donc, c'était l'idée d'avoir un petit clin d'œil sur liberté, égalité, fraternité. Et donc, c'est un message qui est très bien compris en Sardaigne. Donc, on est Sardaigne en Liberté, une agence qui a été créée en 2016, qui est dans la région la plus montagneuse de la Sardaigne, c'est sur la côte est. C'est une région où il y a, je vous ai envoyé le lien pour que vous puissiez voir quelques photos de ce qu'on fait, etc. C'est la région qui est la plus montagneuse, qui est la plus sarde, comme disent les Sardes en Sardaigne, et c'est une région principalement de bergers. La Sardaigne, il faut comprendre que c'est une région assez peu peuplée. On dit souvent en Sardaigne qu'il y a plus de moutons que de sardes. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a quand même peu d'habitants. Et donc, c'est un territoire qui est préservé. Il y a eu peu de construction, il y a eu peu de tourisme, à part le nord de la Sardaigne qui est assez connu, qui est la Costa Esmeralda. Mais là, dans la région où on est, je dirais… les gens se plaignent plutôt de ne pas avoir de tourisme. Donc, la question de l'over-tourisme n'est pas une question qui se pose pour nous, à part quelques endroits spécifiques en Sardaigne. En revanche, la question de l'écotourisme, justement, elle est d'actualité parce qu'on peut développer un tourisme respectueux de l'environnement et qui ne vient pas être en concurrence avec une autre forme de tourisme, surtout dans la région où nous sommes. Donc, ça, c'était un petit peu le contexte. Là, Eric a parlé du lien dans l'écotourisme avec deux choses qui sont très importantes pour nous. C'est le lien avec les territoires. C'est clair qu'on ne peut pas créer une agence, ce qu'on appelle un DMC dans le langage des agences de voyage. On ne peut pas faire un travail sur l'écotourisme si on ne fait pas un lien avec le territoire. Ça, c'est la première chose. Et c'est une chose qu'on veut qu'on développe. Donc, on travaille aussi bien avec des fabricants, avec les groupes d'action locale. Je sais qu'aussi en Méditerranée, vous en avez dans d'autres endroits. Il y en a en Italie, il y en a en Espagne, mais il y en a aussi en France. Donc, les groupes d'action locale, c'est aussi avec les unions de communes, c'est avec les collectivités locales, et puis c'est tous les partenaires privés. Et donc, ça, c'est très important dans l'écotourisme de travailler dans une notion de réseau et de territoire. La deuxième chose, ça a été déjà dit, c'est le lien avec le monde agricole. Et ça, c'est très important parce que dans des îles comme la Sardaigne, il y a deux possibilités de développement. C'est un développement touristique et c'est aussi de développer l'agriculture, mais une agriculture qui soit responsable de l'environnement. Vous imaginez bien que sur des territoires comme la Sardaigne, on ne peut pas développer une agriculture intensive. Il n'y a pas des grands territoires qui le permettent. On est quand même avec des territoires de montagne. Et donc, on est contraint, mais en même temps dans une volonté justement de vouloir développer une forme d'agriculture beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Et en Italie, il y a un mouvement qui est très important, que vous connaissez tous, qui est le mouvement Slow Food. Donc, le travail que nous faisons en Sardaigne, nous le faisons avec Slow Food, mais sous la version Slow Food sarde. Et donc, c'est de travailler de façon très intégrée, on va dire, de lier tourisme et agriculture. Et tourisme et agriculture, ça veut dire tout le monde des bergers. Donc, c'est pour ça qu'on s'est impliqué dès le départ, quand l'UNESCO a reconnu la transhumance comme patrimoine immatériel de l'humanité. Et donc, depuis 2019, depuis que l'Italie a fait la demande, nous proposons à tout voyageur qui veut venir en Sardaigne de venir découvrir ce que c'est que la vie des bergers et les bergers qui font donc une transhumance comme on la faisait il y a encore 1000 ans. Donc, alors, il est vrai qu'aujourd'hui, la transhumance, c'est sur des territoires plus réduits, mais la façon de la faire, les pratiques, sont des pratiques très anciennes. Elles existent aussi un peu partout en Méditerranée. Et pour nous, c'est une chose très importante de montrer
ce travail que font les bergers sardes. Deuxième idée, c'est l'idée aussi de travailler sur l'agroforesterie. C'est l'agroforêt. Tu me diras, Eric, si je me trompe. Parfois, j'utilise des mots italiens et je ne sais pas, mais je pense que je suis compris sur le développement et le lien entre forêt, culture et activité. Et donc, nous allons travailler sur ce sujet puisque nous avons, depuis 2019, travaillé sur la notion de compensation carbone. C'est-à-dire que vous imaginez bien que quand vous vous rendez en Sardaigne ou dans des îles de la Méditerranée, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes obligé de prendre l'avion. L'avion est un moyen rapide, mais c'est un moyen qui émet qui provoque donc des émissions de CO2 qui sont non négligeables. Et il est clair que pour les pays qui sont du nord de l'Europe, ça peut être un frein à voyager. Donc, l'idée que nous avons mis en place au départ avec l'Agence de la biodiversité française et un partenariat avec l'agence Forestas en Sardaigne, c'est de développer l'idée de ce qu'on appelle une réduction de l'empreinte carbone et donc sur le territoire et d'agir pour quelque part donc pour réduire les émissions de CO2 sur la destination par des actions de planter des arbres dans la forêt sarde, de lutter aussi contre comment ça s'appelle, le réchauffement, mais surtout les incendies qui sont fréquents, vous savez, dans la Méditerranée. Et donc, il y a tout un travail aussi d'apprentissage qu'on veut faire quand nos voyageurs viennent en Sardaigne, c'est leur expliquer tout le travail qu'on fait de prévention des incendies et bien sûr aussi tout le travail de reforestation qu'on essaie de faire. Donc, dis-moi, Jean-Luc, tu travailles oui. avec combien de producteurs donc écotouristiques avec ton agence? Alors, dernier point, donc nous avons créé un réseau. Et donc, troisième élément, justement pour répondre à Eric, c'est l'idée de créer, il faut travailler avec des petites, c'est le réseau des petites entreprises. En Méditerranée, les gens qui ont un Airbnb, qui sont des guides, c'est des petites entreprises. C'est pour ça aussi que je soutiens le projet d'Efimed parce qu'on parle beaucoup de petites entreprises qui ont besoin d'être aidées. Et donc, nous, en Sardaigne, nous avons l'année dernière lancé l'idée de créer un réseau d'écotouristique. Et donc, nous sommes une quarantaine de petites entreprises. Alors, c'est des entreprises d'une personne, de 3 personnes. Et on a répondu, on va déposer dans les jours qui viennent, on répond à un appel en projet de la région Sarde pour s'organiser et pour créer un véritable réseau d'écotourisme en Sardaigne, ce qui permettra de donner encore plus de visibilité à ce qu'on fait et demain créer des échanges avec d'autres pays de la Méditerranée. Alors, après que le réseau d'écotourisme, les gens aient des niveaux de perception sur le travail qu'il faut faire en termes d'environnement soit le même, je vous dirais non. Vous en avez qui sont au début d'une démarche. Nous, on est plus à tirer le groupe. Mais ce n'est pas grave, on est dans une raison. Il y a les personnes dans le Mercantour, j'ai entendu, ils font des choses très bien aussi. On a pris l'exemple. Et à ce propos, il y a sûrement des choses à faire avec les projets Interreg qui existent, qui sont Corse, Méditerranée, donc Provence, donc Italie, Ligure, Toscane et Sardaigne. Il y a sûrement des choses peut-être au niveau de Defimed à faire dans le futur. Voilà. Et s'inspirer de ce que vient de dire Sophie. Tu vois, au niveau de la structuration et de la mise en réseau, si j'ai bien compris, vous avez évidemment des acteurs communs donc, entre les bergers, les guides, les producteurs de fromage. Voilà. Donc, il y a toute une structuration qui vous pourriez mutualiser et peut-être bien sûr que Defimed peut jouer un rôle d'entremetteur et pourquoi pas d'animateur à travers un programme commun. Exact, voilà. Donc, on ne fait pas forcément. La Sardaigne a sa culture, chaque territoire a sa culture, fait des choses différentes, mais c'est clair qu'il faut justement qu'on porte ce discours de l'écotourisme de façon, je dirais, européenne. Il faut faire connaître qu'aujourd'hui, c'est une chose qui est facile de faire de l'écotourisme. Des gens peuvent se rendre Corse, Méditerranée.
et de l'autre côté de la Méditerranée pour faire des choses différentes et pour faire un type de tourisme. Je voulais insister sur ce qu'on fait justement sur l'empreinte carbone parce qu'on veut qu'il y ait des retours, des retombées sur le territoire. C'est-à-dire que l'écotourisme est un moyen d'apporter une ressource économique et sociale au territoire, ce que n'est pas forcément d'autres formes de tourisme. Et j'ajoute la dimension pédagogique, c'est-à-dire ce qu'on retire les visiteurs. C'est aussi très important. Je te remercie parce qu'on reviendra vers toi, mais j'aimerais laisser la parole notamment aux deux agences, si je puis dire, derrière. Merci Jean-Luc. Jean-Pierre Dachary, alors toi tu es au Maroc, Jean-Pierre. Ton expérience est tout à fait remarquable. Alors, je continue à mettre les liens dans le chat de tout le monde. À toi de nous raconter un peu ton expérience aujourd'hui et les valeurs que tu partages avec des producteurs écotouristiques, sachant que toi-même, tu es producteur écotouristique. Voilà, et je recommence. Il faut que je te donne la main. Je te donne ça tout de suite. Tu t'es appelé JP. C'est bon, Jean-Pierre. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Très bien. Parfait. Bonjour à tous alors. Donc, je me présente. Je suis sur le Maroc depuis une quarantaine d'années. Nous avons créé une agence qui s'appelle Désert et Montagne Maroc. En fait, nous avons la particularité, dans la différence des agences, c'est de pas de regrouper des opérateurs extérieurs, mais c'est nous-mêmes qui avons constitué les différents opérateurs que nous revendons, en fait. Voilà, on ne regroupe pas des opérateurs, mais c'est nous-mêmes qui avons des guides qui sont salariés de l'entreprise, qui avons sur différents territoires. Parce qu'en fait, on avait de trop grosses difficultés de trouver des opérateurs avec la fiabilité nécessaire pour pouvoir revendre ces voyages. Donc, en fait, nous revendons nos voyages uniquement à des particuliers. Nous ne travaillons pas sur des réseaux d'agences. Nous aimerions bien que cette plateforme d'Efimed puisse permettre à des acteurs comme nous sommes de pouvoir nous regrouper sur une plateforme. Mais notre objectif, c'est d'éviter de transiter par d'autres agences qui sont des agences qui vont d'abord prendre des marges. Ces marges sont retirées à l'activité de base, en fait, pour pouvoir vendre. Et puis, ce n'est pas une nécessité maintenant avec l'Internet, on peut travailler en direct. Et en travaillant en direct, ça permet de construire des voyages beaucoup plus adaptés à la demande du voyageur. Alors, on a entendu parler de la transhumance de Sardaigne. Nous avons aussi une particularité, c'est de faire… Alors, j'essaie de mettre les images. Je ne sais pas si je peux arriver. Comme tu m'avais demandé, ça illustre. Alors, partager l'écran, est-ce que j'y arrive? En bas, au milieu, voilà, c'est en cours, là. Tu n'as pas dit où tu étais. Voilà, on a la première photo, Jean-Pierre, c'est bon. Bien, parfait. Alors, donc, je suis au sud de l'Atlas, à Ouarzazate. Pardon, je n'ai pas dit. Je vais essayer de faire défiler les images en même temps. Ça ne veut pas défiler. Je ne sais pas comment il faut faire là, dommage. Je ne sais pas faire des… Alors, parce qu'il faut se concentrer sur parler et défiler. Voilà, ça défile, voilà, c'est bon. Donc, c'est une véritable transhumance de nomades qui transhument de territoires de zones désertiques au territoire de l'Atlas en passant des cols à 3000 mètres d'altitude. Et j'ai eu l'idée d'abord faire ce premier voyage et d'amener des voyageurs justement à vivre cette expérience. On ne va pas voir des nomades pour boire un thé chez eux, on vit avec eux pendant une douzaine de jours. Donc, c'est établi de véritables relations, voilà, si on peut dire, d'amitié, de fraternité, et de regard de personnes différentes, en fait, parce que souvent les locaux traditionnels regardent les touristes d'une manière un peu bizarre, et puis les touristes regardent aussi ces étrangers qui viennent en Europe d'une manière bizarre, et cette rencontre sur le territoire fait d'autres rapports de relations avec les gens. Alors là, nous avons aussi une autre activité intéressante, c'est nous essayons d'avoir des… Alors, je vais essayer de changer d'image. Excusez-moi si j'arrive. Voilà, on va essayer de lancer le truc. Voilà. Donc, nous avons aussi beaucoup de voyages qui se font avec des familles. Ça permet à ces familles justement de voir des territoires différents. Nous essayons de garder… Donc là, c'est la visite d'une association dans un village, là où on voit le pain fait par les femmes du village qui revendent dans le village. Ça, c'est une activité qui va dans le désert. C'est ce même voyage qui permet de faire une multitude de choses. Voilà, je vais changer encore essayer de changer d'image pour vous faire avoir des images de d'autres lieux. Voilà, vous avez l'image là?
Oui, je pense. Très bien. Voilà. Ah Donc ouais. là, nous allons découvrir des gravures rupestres dans le cadre d'un voyage. C'est un voyage un peu particulier. Je pense qu'il est de grande nécessité que les voyageurs voyagent maintenant sur des durées beaucoup plus longues. Parce que ces voyages courts de 3-4 jours, nous ne faisons pas. Donc là, juste pour la parenthèse, c'est des traces de dinosaures sur des falaises que l'on va voir avec une corde pour voir ces traces de proche, de près. Cette voyageuse qu'on a vue là dans les images qui ont précédé, c'est une voyageuse qui a voyagé plusieurs mois avec notre agence. Donc, c'est un peu particulier, c'est une journaliste. Hein. Mais c'est ce que possible, des voyages sur une durée plus longue. D'abord, on n'a pas besoin de voir le territoire en 8 jours, faire un peu comme les Chinois. On ne voit rien, on ne fait que rouler. Donc, notre objectif, c'est vraiment rentrer comment dire, je vais quitter là, parce que je n'ai pas d'autres images. Comment faire pour revenir Je le fais. Vas-y, continue, Jean-Pierre. C'est bon. Continue. Donc, je pense qu'il y a vraiment une nécessité de rester sur le territoire pour pouvoir d'abord découvrir les lieux et rencontrer les gens. Parce que les images, on peut les voir sur des films, sur des reportages, mais vivre les choses avec des nomades, vivre les choses en rencontrant des habitants dans des villages, et bien tout ça, c'est autre chose. Voilà. Cette activité, elle développe également un nombre de personnes qui travaillent. Donc nous, dans notre entreprise, nous avons plus de 60 personnes qui sont salariées à l'année. Donc c'est énorme. Donc effectivement, on a les chauffeurs, les cuisiniers, les guides, voilà, même des chameliers. On a nos propres chameaux avec des chameliers qui sont salariés, qui ont des congés, des avantages. Donc j'entendais parler tout à l'heure le bien-être des gens qui voyagent. C'est très important. Pour nous, c'est prioritaire car on ne peut pas offrir si on n'a pas une certaine satisfaction. Pour moi, le voyage, c'est ça. Pour moi, le voyage, c'est une nécessité que ces retombées viennent dans les pays d'origine ou les territoires d'origine et éviter le plus possible des agences intermédiaires qui font un travail qui était à une époque nécessaire. Mais aujourd'hui, il y a une évolution avec les technologies nouvelles. Donc, on peut aller directement capter le lieu qui nous intéresse avec l'Internet, rentrer en contact direct. Voilà le message un petit peu que j'ai à transmettre. Et l'idée de cette plateforme méditerranéenne nord-sud m'intéresse énormément et beaucoup d'acteurs dans le territoire où nous sommes, au Maroc, isolés, ont la nécessité de pouvoir retrouver d'autres voyageurs ayant ces mêmes thématiques, ces mêmes aspirations, ces mêmes idées. Voilà. Merci Jean-Pierre. Je t'ai découvert juste avant et durant l'université d'Ephimed à Agadir et c'est vrai que c'est ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est les valeurs que tu transmets à travers ce que tu fais, l'implication, les locaux. Je crois que c'est important pour d'Ephimed, il faut le préciser, c'est ce côté immersion expérientielle. Hein. Vraiment, on n'est pas simplement dans la visite, même si c'est déjà bien, mais on est aussi dans la relation, hein, le contact, le lien. Et encore une fois, on en emporte quelque chose qui est l'interculturel, qui est un savoir-faire, qui est un contact humain, pourquoi pas une amitié naissante, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui nous inspire dans les portes ouvertes qu'on a organisées à 50%, donc sur les Alpes-Maritimes. Je crois qu'on a pu vivre tous ce type de relation-là, on a expérimenté ça, et je souhaite de tout cœur qu'on puisse le faire de manière encore plus intensive l'année prochaine à travers ce mois euroméditerranéen de l'écotourisme. Merci Jean-Pierre. On refranchit la Méditerranée et on arrive dans le Var avec Anne-Cécile Audra. Anne-Cécile, à ton tour, je te laisse de présenter. Bon, là, on se connaît depuis pas mal de temps. Tu connais bien Defimed parce que tu portes un projet pour Defimed Leader qu'on a gagné avec donc la Provence Verte et Sainte-Baume. Mais tu es aussi, tu as une casquette de créatrice d'agence favorisant l'écotourisme. Je devrais avoir le réflexe, excusez-moi, de donner la main quand je parle, mais c'est quelque chose que je n'ai pas encore, mais ça va arriver au bout de 2 jours, je pense, je vais y arriver. C'est à toi, Anne-Cécile. Oui, merci. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie de participer à cette université. En quelques mots, moi, je suis ingénieure agronome et paysagiste de formation, donc j'ai plutôt travaillé sur des questions de développement local dans les territoires depuis 15 ans dans le Var, à la fois dans le public et dans le privé. Et ma dernière activité, c'était d'être chef de projet de la route des vins de Provence pour le compte de la Chambre régionale d'agriculture PACA. Donc, j'ai à cette occasion travaillé presque une dizaine d'années sur de l'animation de réseaux d'acteurs
L'objectif de la route des vins de Provence, c'était vraiment de favoriser la professionnalisation des vignerons à l'accueil touristique. Et c'est à cette occasion que je me suis rendu compte qu'il y avait des besoins qui n'étaient pas forcément couverts. Donc c'est pour ça que j'ai créé mon agence donc Les Authentiques de Provence, qui a pour objectif d'accompagner alors des vignerons, mais j'ai fait le choix de ne pas restreindre aux vignerons et d'élargir aux agriculteurs au sens large et également aux artisans d'art notamment, donc ce que j'appelle les artisans d'art et du goût, pour justement vraiment passer à une animation de réseau sur un territoire donné, et donc pas uniquement une animation d'acteurs dans une seule filière. Donc moi, mon objectif avec mon agence, c'est bien sûr, donc j'ai créé cette agence l'année dernière. Mon objectif, c'est bien sûr d'accompagner ces professionnels qui ne sont pas des professionnels touristiques, qui ne sont pas formés au départ au tourisme, de les accompagner à créer des produits, de l'accueil, à créer des activités et des services pour accueillir les visiteurs, les touristes, mais aussi les locaux. Donc vraiment sur un tourisme 4 saisons le plus possible, en tout cas sur vraiment une période beaucoup plus grande que juste juillet-août, puisque notamment en matière d'agriculture, il y a beaucoup de choses à voir en dehors du mois de juillet et d'août. Est-ce que vous m'entendez bien là? Parce que j'ai oui, parce que j'ai l'image d'Éric qui est bloquée, donc j'avais peur de parler dans le vide. Donc moi j'ai essayé cette année de faire quelques circuits touristiques avec ses partenaires. On en a fait quelques-uns malgré tout, malgré le contexte. Donc l'idée, c'est vraiment des petits circuits sur la demi-journée et la journée. Pour l'instant, je ne commercialise pas de package avec de l'hébergement et de la restauration sur plusieurs jours. Mais de partir à la découverte voilà, d'un vigneron, d'un oléiculteur, d'un safraniculteur, d'un céramiste, et de rentrer dans son quotidien le temps d'une demi-journée ou d'une journée, de voir réellement in situ son savoir-faire, les étapes de fabrication, le site sur lequel il se trouve. Donc, c'est vraiment travailler à la définition d'activités pour accueillir le public. Et puis, je me suis rendu compte cette année aussi, même si j'avais déjà un peu cette intuition, qu'il y avait un besoin d'accompagnement, et c'est là où je rejoins les ambitions de Defimed, d'accompagnement à la formation et au développement en fait de ces acteurs écotouristiques pour qu'ils révèlent un peu leur potentiel. Eux-mêmes, parfois, ne savent pas qu'ils ont des savoir-faire qui pourraient intéresser le visiteur. Ils n'ont pas forcément l'envie ou ils ne sont pas forcément à l'aise pour accueillir du public. Et pourtant, c'est aujourd'hui ce que le visiteur vient chercher. C'est autre chose que juste acheter un produit dans une boutique de terroir. C'est vraiment de rencontrer ceux qui font les produits et ceux qui les façonnent et qui ont ces savoir-faire. Donc, je développe des services maintenant beaucoup plus pour les entreprises elles-mêmes, pour les collectifs, donc des associations aussi, notamment des associations d'agriculteurs, de vignerons, qui me sollicitent pour créer en fait des petits réseaux locaux, des micro-réseaux locaux sur des territoires, et pour essayer de lancer justement ces dynamiques de valorisation touristique et d'essayer ensemble, en étant plusieurs acteurs sur un même territoire, de pouvoir créer des nouveaux services et pouvoir emmener le visiteur le matin chez un potier, à midi chez un vigneron pour faire de la dégustation et manger une planche de produits gourmands, l'après-midi d'aller visiter un autre producteur agricole. Et donc, vraiment, voilà, de construire en fait des offres avec plusieurs partenaires touristiques. Et ça suppose de les animer sur un territoire. Enfin, il me semble, en tout cas. Moi, c'est ce que j'ai remarqué sur le terrain. Et c'est un peu ce que disait Jean-Luc en Sardaigne. C'est pas seulement vendre des activités, mais c'est créer la dynamique et le réseau qui va derrière. Alors, moi, la difficulté que je rencontre aujourd'hui,
je suis seule dans mon agence. Donc, c'est passer ce temps de prospection et d'animation et d'identification des acteurs et de leurs besoins. Et c'est aussi pour ça que je trouve que c'est intéressant d'avoir la force du réseau de Défimed derrière pour peut-être identifier plus facilement des acteurs écotouristiques et aussi être au plus proche de leurs besoins et pouvoir répondre à leurs besoins, non pas individuellement, mais en mutualisant les coûts pour eux, parce que payer de l'accompagnement, ce n'est pas forcément évident pour une TPE. Donc, l'idée, c'est aussi de mutualiser des coûts. Et le dernier écueil que j'ai relevé, c'est que si on n'est pas sur un territoire structuré, comme vous l'avez identifié, donc que ce soit un territoire de parc, un territoire où il y a un GAL leader, un territoire où on a une structuration et des financements qui sont dédiés, en fait, les acteurs sont vraiment seuls et on a peu de moyens humains et financiers pour les accompagner. Donc ça, c'est un peu le défi que moi, je rencontre. C'est qu'on n'est pas sur un territoire de parc, on n'est pas dans une communauté d'agglomération, on est en milieu rural, communauté de communes qui n'a pas forcément énormément de moyens financiers. On n'a pas forcément un réseau d'entreprises comme dans les grandes villes. Donc, on est assez démunis. Et l'idée, c'est aussi de travailler sur peut-être un incubateur rural qui pourrait accompagner les projets. Donc voilà, ça c'est un petit peu les perspectives. Alors évidemment, je ne vais pas lancer toute seule un incubateur en milieu rural pour développer l'écotourisme, mais c'est des sujets sur lesquels on travaille, notamment avec l'Université de Toulon, puisqu'ils ont l'ambition de monter un institut du tourisme durable et puis aussi de peut-être travailler sur des questions d'accompagnement via un incubateur. Puisque je donne aussi des cours à l'université, donc c'est aussi ces missions-là que j'essaie de développer. Et enfin, donc pour peut-être conclure sur le projet Leader dont parlait Eric sur la Provence verte, donc depuis l'année dernière, j'ai accompagné Défimed à déposer un projet sur le territoire de Provence verte Sainte-Baume. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à l'est d'Aix-en-Provence, sur le secteur de Brignoles-Saint-Maximin, donc la Sainte-Baume. Il y a effectivement un parc naturel régional, donc on est sur un territoire de GAL avec des crédits leaders, ce qui permet là justement d'envisager une mission d'animation et d'accompagnement des acteurs touristiques avec Défimed pour faire ce recensement, cette identification des acteurs, pour les identifier leurs besoins, les intégrer dans une dynamique collective et peut-être justement pouvoir leur proposer des accompagnements et des services mutualisés pour créer de nouvelles offres touristiques. Voilà un petit peu l'ambition de ce projet Leader qui devait démarrer en juin, qui a été repoussé, qui devrait démarrer début janvier. Donc, on travaille avec l'Office de tourisme, avec le lycée agricole du secteur, avec le pays d'art et d'histoire de la Provence verte, avec un certain nombre d'acteurs institutionnels et associatifs pour mener à bien ce projet qui pourrait être évidemment un exemple peut-être pour d'autres territoires intégrés dans Défimed et qui pourrait être un projet un peu pilote pour voir comment on peut mettre en mouvement en fait un territoire autour de ces problématiques. Merci Anne-Cécile. Avec la naissance du premier observatoire de l'écotourisme, finalement. Territorial, oui. Territorial, qui va. Alors, je vais m'adapter. Il reste encore Anna et puis Pierre pour intervenir. Alors, on est vraiment dans la transversalité, mais on vient d'entendre avec Anne-Cécile, ce que j'apprécie beaucoup chez Anne-Cécile aussi, c'est ce qu'elle vient de nous témoigner. C'est sa réflexion vraiment autour de ce qu'elle entreprend, parce que je crois qu'on va voir naître de plus en plus d'initiatives comme celle d'Anne-Cécile, effectivement, avec l'essor d'un écotourisme, on va dire, nouveau. Donc, merci Anne-Cécile par rapport à ce témoignage. On a eu trois témoignages différents d'agences, entre guillemets, mais ce n'est pas un gros mot, effectivement, agence. Et on voit bien là qu'on a affaire à trois types d'acteurs qui veulent nous reconnecter à notre environnement naturel et avec des acteurs eux-mêmes locaux qui ont des savoir-faire. Donc, ce lien est très, très important pour Défimed.
Je voudrais qu'avant que Pascal s'en aille, si Pascal est encore là, parce qu'il a des obligations professionnelles, je voudrais parler de Vaolo. Malheureusement, nos amis québécois interviendront en fin d'après-midi, mais il y a 6 heures de décalage. Donc, je n'ai pas réussi à les convaincre de se lever en pleine nuit pour venir témoigner. Alors, ils nous ont envoyé une super vidéo, mais on ne peut pas passer de vidéo en visio. On est en train de la télécharger pour la mettre sur notre chaîne YouTube. Mais je vous mets tout de suite leur lien. Vaolo et Village Monde. Alors, Vaolo, je vais résumer leur vidéo, mais tu vas voir, Pascal, ça peut être très intéressant, et pour Sophie aussi, pour le PNR. Donc, Vaolo, c'est un programme issu de la Fondation Village Monde qui a pour objectif de déployer dans le monde, hein, sur la planète, des explorateurs, comme ils disent, notamment beaucoup de jeunes, avec l'idée d'aller repérer, identifier des lieux d'hébergement écotouristique, entre guillemets, donc qui permettent une immersion vraiment dans un lieu magnifique avec une reconnexion de nature et surtout une charte avec des valeurs transmises par les hébergeurs et donc partagées par les visiteurs. Donc le lien est très important. Et Vaolo rapporte aussi des retours d'expérience, ce que j'insiste, ce qui manque cruellement aussi à l'écotourisme aujourd'hui, c'est qu'on a très peu de témoignages. Dieu sait que Booking, etc., on a des tas de témoignages d'expériences touristiques, mais on n'a pas de retour d'expérience, de témoignages, donc de gens qui ont vécu des expériences écotouristiques. Donc Vaolo fait des reportages et forme donc des explorateurs pendant une semaine à travers une académie. Et après, ils prennent en charge, figurez-vous, ces explorateurs pendant 2 mois, si j'ai bien compris, pour les envoyer un peu partout, nous rapporter donc des lieux, un catalogue quelque part de ces sites et puis des retours d'expérience. La prochaine académie, ils sont en train de la programmer pour 2021 en France, avec la volonté d'associer Defimed dans cette expérience. Et Pascal, je suis en train de voir avec eux s'il était possible qu'un explorateur ou plusieurs puissent venir sur le Pays de Grâce, mais aussi sur le PNR, pour aller identifier des lieux d'hébergement. Alors, comme ils le disent, c'est les hébergements choisis, c'est les expériences donc partagées sont des expériences 2 nuits, 3 jours. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les personnes prennent le temps, Jean-Luc parlait du slow food, mais on parle du slow tourisme là, prennent le temps de vivre le territoire et de rencontrer les hébergeurs. Voilà, donc du coup, ce n'est pas des passages rapides, un clin d'œil. Je crois allez voir, j'ai même mis un lien YouTube que j'ai trouvé, allez voir leur site si vous ne les connaissez pas et ce lien. Et puis, dans les actes, on partagera leur film et le lien qu'on aura mis sur YouTube, parce qu'il est en train de se télécharger, là, c'est arrivé cette nuit. Donc du coup, on a quelque chose de passionnant. Charles, le grand initiateur de tout ça, interviendra en fin d'après-midi dans l'atelier 3 pour parler un petit peu mieux de ça et de cet encadrement jeune. Mais voilà, c'était un clin d'œil pour toi, Pascal, parce que je pense encore une fois qu'on a pas mal de choses à te proposer et étudier avec toi, parce que c'est toi, bien sûr, qui est la personne la mieux qualifiée pour connaître ton territoire à travers cet écotourisme qu'on peut mettre en œuvre ensemble. Et puis voilà. Donc, j'en termine là-dessus. Alors là, je me suis bien débrouillé. Je donne la parole à Anna. Alors, Anna, normalement, tu as le micro, si tout s'est bien passé. Et je te laisse présenter ton réseau. Alors là, on commence à arriver dans des réseaux internationaux, effectivement, avec notamment le réseau SwitchMed. Merci Eric. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Anna Ibáñez et je travaille dans le centre d'activité régional pour la consommation et la production durable. Et à un moment, je vais partager mon écran. C'est bon, c'est en cours. C'est bon. C'est bon? D'accord. Ouais. Et notre centre fait partie de la Convention de Barcelone. C'est un traité international qui a été signé par tous les pays européens et qui vise à protéger, à travailler pour
avoir un système marin et côtier méditerranéen plus durable. On est un centre spécifiquement qui fait partie de plan d'action de la Méditerranée et qui vise à mettre en œuvre l'objectif de cette convention. Et notre centre travaille surtout en tout ce qui est la consommation et la production durable, et spécifiquement on essaie de promouvoir de nouveaux modèles d'entreprise et qui soient plus durables, et circulaires en général. Pour ça, on a créé les Switcher Support Program, qui, comme vous voyez ici, l'objectif est de soutenir la création et le développement de ces modèles d'affaires durables, et aussi soutenir des entreprises qui existent déjà à se transformer ou incorporer, intégrer les critères environnementaux et sociaux dans les modèles d'affaires. Pour faire ça, on a parti de la base de la création d'une communauté qui s'appelle les Switchers. Dans cette communauté, on met ensemble des entrepreneurs, des innovateurs, des initiatives de la société civile qui ont des initiatives d'entreprise ou des projets autour de la durabilité et d'un modèle d'économie circulaire et verte. À partir de ces communautés, on a créé un programme d'appui, comme je vous disais, dans lequel on essaie de travailler pour créer un écosystème propice pour le développement de tous ces projets, de toutes ces entreprises. On travaille partout la Méditerranée, mais surtout dans les pays du sud de la Méditerranée. Et nous travaillons à partir à travers de divers projets financés par l'Union européenne, et je pense qu'une des caractéristiques la plus importante ou intéressante est qu'on travaille avec les différents acteurs de cet écosystème. On travaille avec les organisations d'appui à la création aux entreprises. On travaille avec le policymaker, maintenant je ne sais pas le mot en français, pardon. On travaille aussi avec les acteurs financiers afin d'aider ces initiatives à accéder à des fonds. Et aussi, on travaille avec des autres acteurs intermédiaires pour aider à soutenir ces acteurs à accéder au marché. En général, ici, vous voyez une image qui fait un résumé, je pense, assez clair de nos activités au niveau d'appui à ces acteurs, à ces initiatives. On appuie d'une partie les organisations d'appui aux entreprises en transférant les connaissances et les méthodologies pour le développement de ce type de modèles d'affaires verts et circulaires. On travaille avec des organisations par les différents pays, en Tunisie, au Maroc, au Liban, en Égypte, en Palestine, etc. Et puis, une fois on a transféré toutes ces connaissances et ces méthodologies à ces acteurs, on travaille avec eux avec des actions pilotes pour soutenir directement à ces entrepreneurs. En général, on est un centre qui travaille dans différents secteurs. Divers secteurs, on peut dire l'agriculture organique, la mobilité, l'éco-construction et aussi l'écotourisme. Et bon, à partir de ce travail de formation, incubation, on a créé un fonds qui s'appelle le Switchers Fund, à travers lequel on veut on dirait canaliser des fonds
pour ces entrepreneurs. Alors, on travaille avec des fondations ou des autres organisations internationales pour attirer leur intérêt et canaliser ces fonds à travers les Switcher Funds. On a des formations qui sont spécifiquement dédiées à travailler avec les entrepreneurs et les acteurs, les investisseurs en organisant des elevator pitch, par exemple, et avec des autres activités pour faciliter ces accords financiers. Oui, Anna, vous êtes rentrée, alors là, on voit bien le cadre et d'ailleurs, j'ai une question par rapport à l'évaluation aussi. C'est très intéressant de voir comment vous arrivez à en faire un bilan et un retour de ces expériences, mais vous êtes rentrée pleinement dans le secteur du tourisme, c'est ça? Oui, voilà. On travaille, comme je disais, on travaille dans tous les secteurs, mais au niveau du tourisme, dans cette filière d'accès au marché, on a initié, la fin de l'année dernière, au début de cette année, un projet pilote pour aider ces entrepreneurs, ces startups à accéder au marché. L'objectif un peu, peut-être je peux aller directement ici, on travaille en Tunisie avec la conférence des Nations Unies pour le commerce et on travaille pour créer, pour aider les startups à accéder au marché. Au début, avant de la crise du Covid, l'objectif était de créer des épargnements et des accords transactions entre des startups et entrepreneurs tunisiens et des tour opérateurs ou agences de voyage européennes, afin de faciliter un peu ces transactions ou que cet acteur, une agence de voyage européenne peut inclure les produits de ces entrepreneurs dans le catalogue. Mais à cause de cette crise du Covid, on est en train de revoir si on peut rediriger ça sur le côté plutôt national et de voir comment on peut faciliter ces transactions ou ces accords entre les acteurs nationaux en Tunisie. Ça peut être par exemple en créant un circuit de vélo qui relie à de plusieurs journées, par exemple, qui peut relier une petite entreprise qui donne ses services, mais dans ce parcours qui peuvent, par exemple, les touristes rester dans des hébergements ou de petits hébergements agricoles, aller dans par exemple, restos locaux, etc. Pour faire ça, ici, vous voyez d'une manière très résumée, on a commencé ce travail en faisant une cartographie des entrepreneurs entreprises vertes et circulaires en Tunisie. On travaille avec un consultant local et on a fait quatre questionnaires visant à 4 acteurs différents pour analyser le défi et besoin au niveau d'accès au marché. Alors, on a fait un questionnaire des questionnaires qui étaient dirigés aux switchers pour connaître directement les besoins. Et puis, on a fait des questionnaires pour des autres acteurs ou intermédiaires un peu plus grands dans ce secteur, mais aussi pour les acteurs publics nationaux pour voir quel était leur point de vue sur la qualité de l'offre, tout ce qui devrait être amélioré pour pouvoir, on dirait, inclure ou travailler avec ce type de fournisseurs. Merci Anna. Peut-être ce qui est passionnant, c'est que là, je crois que très clairement, si tu es d'accord, nous aimerions au sein de DefiMed travailler avec vous,
vraiment collaborer parce que votre dynamique est tout à fait remarquable. C'est très structuré. C'est vraiment aussi aider les petites entreprises. Hein, c'est ça qui est important, encore une fois. Et comme vous êtes maintenant investi, et en plus avec quelqu'un qu'on connaît bien, hein, qui est Moez Kassem, en Tunisie, donc membre du conseil scientifique de Defimed, je pense qu'avec la direction de Defimed, il y a un lien à faire pour vous questionner sur l'idée de nous accompagner, de monter ensemble quelque chose qui tourne autour de ce mois euroméditerranéen, l'écotourisme, et qui mettrait en valeur ce que vous faites. Je pense que ça serait vraiment très, très intéressant. Excuse-moi, mais comme le temps passe, si tu voulais terminer, si tu avais 2 mots, vas-y, hein, de conclusion, mais il y a beaucoup de choses à dire, c'est vrai, avec toi, ça c'est clair. Oui, je vais finir juste, Eric, en disant que une des aspects plus importants, je pense, c'est de créer d'une partie ou de ce type de réseau qui permet d'échanger ces connaissances entre les différents entrepreneurs, entre les différents acteurs, et pour qu'ils puissent connaître et développer ensemble de potentielles solutions pour accéder au marché ou différentes. Après, une des questions plus importante, surtout pour ces petites entreprises du sud de la Méditerranée, est l'importance de créer des produits qui répondent aux demandes réelles des touristes, parce que et surtout ils doivent offrir une bonne qualité. Et je pense que ce sont des aspects clés pour assurer que cet écotourisme, ou tourisme durable, soit un succès, peut devenir vraiment une alternative réelle au tourisme de masse. Je voudrais juste réagir. D'abord, un grand merci pour l'effort que tu as fait de parler en français, parce que c'est vraiment remarquable. Oui, pardon pour mon français. Je suis habituée à travailler dans des pays anglophones, dans le Liban, la Palestine, etc. Et parfois, c'est très clair. Non, vraiment, j'aimerais parler, comme tu le parles, le français, d'autres langues comme ça. Il y a juste une remarque, et puis je vais laisser la parole à Pierre tout de suite après. C'est le fait aussi, ce qui m'intéresse avec ce qu'on a entendu précédemment, notamment Anne-Cécile, Jean-Luc, Jean-Pierre, c'est aussi le fait que les producteurs ne répondent pas forcément à la demande des touristes, mais puissent laisser la possibilité aux touristes de découvrir ce qu'ils produisent et ce qu'ils font. Voilà, il y a l'effet de découverte qui est très important parce qu'on assiste, comme tu le sais, Anna, et comme vous le savez tous aussi, à de la folklorisation un peu partout. On sait qu'il y a une place célèbre, par exemple, à Marrakech, qui est étudiée là-dessus, mais où on perd de l'authenticité. Donc, il est très important aussi que les touristes puissent être dans une configuration, il me semble, de grande ouverture d'esprit et de découverte, et pas seulement de vouloir imposer ce qu'ils veulent absolument connaître. Il faut vraiment qu'il y ait une part de liberté et de découverte, voilà, pour ne pas tomber aussi dans certains pièges. Mais en tout cas, c'est remarquable, et merci à Anna d'avoir participé, d'avoir fait cet effort. Et encore une fois, par la suite, là, j'aimerais vraiment voir avec toi comment on peut se mettre en synergie, parce que ça fait un moment qu'on est en contact et je crois que c'est le moment ou jamais. Vous travaillez vraiment avec la société civile. Pierre Frustier, merci à ton tour. Alors déjà pour ta patience, parce que tu interviens toujours, et d'emblée il a mis le lien, formidable. Donc tu interviens, toi. Alors moi j'ai une double casquette pour toi, tu en as pour beaucoup, mais bien sûr tu vas intervenir pour parler des itinéraires culturels européens, mais aussi je sais que tu es quelqu'un qui est un grand pourvoyeur d'informations sur Facebook, notamment, à travers tout ce qui peut se passer autour des formes de transition de tourisme. On voit, grâce à toi, qu'il y a beaucoup d'événementiels, beaucoup de programmes qui sont mis en place, beaucoup d'actions très intéressantes, de publications. Et donc, tu es un veilleur très, très intéressant à ce titre-là, qui montre bien que ça bouge. Voilà. Mais là, c'est plus avec ta casquette d'itinéraire culturel européen que tu interviendras, et je pense que tu auras pas mal de choses à dire aussi par rapport à ce qu'on a dit.
Oui, ben merci Eric. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, je suis présent sur les réseaux sociaux avec un profil professionnel sur Facebook qui s'appelle Pierre Tourisme et Communication. Si vous cherchez mon nom, vous n'allez pas trouver. Donc Pierre Tourisme et Communication sur Facebook et puis la même chose sur LinkedIn, Pierre Frustier. Effectivement, c'est mon profil de communicant. Mes vieilles habitudes de mise en relation qui font que je me consacre sur les réseaux sociaux à faire circuler l'information qui me semble intéressante. Donc, Eric, tu m'as demandé aujourd'hui d'intervenir en ma qualité d'expert évaluateur des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe. Et je pense que tu avais bien raison, puisque ces itinéraires sont venus naturellement hier dans les débats, surtout quand Stéphane Witz a commencé à les évoquer, puis après j'ai vu que ça a été repris par plusieurs. Donc dans ma présentation, je voudrais brièvement vous dire ce que sont les itinéraires culturels, labellisés par le Conseil de l'Europe, puisqu'il n'y en a qu'une quarantaine qui sont labellisés par le Conseil de l'Europe. Et puis donc montrer là aussi très brièvement comment ces itinéraires peuvent être utiles à des producteurs dans leur démarche de promotion écotouristique. Donc une quarantaine d'itinéraires, je le disais, qui dans les statuts des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe doivent favoriser la rencontre entre les populations. Donc il y a nécessité d'échanges autour de la culture et du patrimoine dans le respect de l'environnement, là aussi. Donc, pour cela, ça doit privilégier des modes de déplacement dits de tourisme lent, de slow tourisme, donc randonnée pédestre, vélo, cheval, et des modes de développement éco-responsables. Donc, on est bien dans le cadre des journées de l'écotourisme méditerranéen d'aujourd'hui. Les itinéraires du Conseil de l'Europe doivent également faire travailler ensemble des gens de au moins 3 pays différents et proposer des opérations de valorisation culturelle et des patrimoines matériels et immatériels. Quelques exemples très brefs pour situer les enjeux. Il y a 3 types d'itinéraires culturels, les routes, les vraies routes physiques qui conduisent d'un point à un autre, comme les chemins de Compostelle par exemple. Et ensuite, les réseaux. Donc, c'est des villes, des sites qui se regroupent autour d'un thème. Donc, il y a Napoléon, les peintres impressionnistes, la céramique, les Vikings, les Étrusques. Et puis, il y a quelques itinéraires mixtes qui regroupent à la fois des lieux et puis des parcours balisés, comme par exemple l'itinéraire Stevenson. Donc, tout le monde connaît l'itinéraire Stevenson dans les Cévennes. Donc là, il y a une vraie route. Et puis, il y a aussi d'autres endroits où Stevenson a situé ses romans ou là où il a vécu et qui font également partie du réseau. Donc, vous voyez, c'est des ensembles qui sont très larges, très disparates, mais qui ont toujours ce même accent de développement éco-responsable et de valorisation des patrimoines matériels et immatériels. En quoi ces itinéraires peuvent être des outils de promotion des acteurs touristiques? Eh bien, je vais prendre là 2 exemples qui concernent bien le bassin méditerranéen dans sa zone nord comme dans sa zone sud. Ces 2 itinéraires qui sont anciens déjà dans les itinéraires culturels du Conseil de l'Europe, c'est la route de l'olivier et les routes de la vigne. Voilà 2 produits que l'on trouve des 2 côtés de la Méditerranée, qui sont en lien direct avec l'environnement et sa protection, 2 produits représentatifs de cultures locales particulières. On ne cultive pas la vigne de la même manière en Algérie qu'en Grèce ou en France. Il y a différents types de produits. L'olive, c'est pareil. Il y a des cultures différentes qui peuvent donc échanger, se confronter, mieux se connaître, et qui s'appuient sur des exploitations de toute taille, de la petite ferme à la grosse coopérative. Là aussi, il y a des savoir-faire spécifiques et différents selon les régions et selon les entreprises.
qui donc peuvent donner lieu à des types de valorisation différents, des musées d'art et tradition populaire, des fêtes agricoles, des visites de fermes, de l'agrotourisme et de la recherche scientifique, puisque ces itinéraires doivent être épaulés par des conseils scientifiques qui vont améliorer le cadre historique, qui vont faire des recherches économiques. Et puis également, et là je rejoins ce qui s'est dit précédemment avec Jean-Luc, Jean-Pierre ou Anne-Cécile, ces itinéraires peuvent également être ouverts à des agences de tourisme locales, puisque effectivement c'est Anne-Cécile qui a très bien décrit le processus. Les petits exploitants, les petits viticulteurs de la région dont elle parlait n'ont pas les moyens de faire cette mise en réseau et cette mise en tourisme. Donc effectivement, les agences peuvent participer à ces itinéraires et justement permettre aux petits acteurs d'avoir une dimension plus importante et d'augmenter sa notoriété. Donc, avec les itinéraires culturels du Conseil de l'Europe, je vous ai mis le lien, vous pouvez aller voir les 40 itinéraires qui existent à l'heure actuelle. Pour un acteur de l'écotourisme, qu'il soit hébergeur, agriculteur, créateur, artiste même local, ou agence de communication, on vient de le voir, ou de communication ou de tourisme, adhérer à ces itinéraires, c'est effectivement un potentiel pour élargir sa visibilité et sa notoriété. Et tu penses, en discutant avant cette université, tu penses, Pierre, que Defimed a tous les potentiels pour mettre en œuvre un itinéraire culturel ou, comme le proposait Philippe du ministère hier, peut-être de fédérer des itinéraires existants? Est-ce que c'est envisageable tout ça? Alors, pour faire un itinéraire, il faut une thématique. L'écotourisme, le problème, c'est que la thématique, c'est une thématique très large qui n'a pas de point d'ancrage précis. On pourrait faire de l'écotourisme partout et donc ça serait un itinéraire culturel, universel. Voilà. C'est en ce sens que ça me semble un peu délicat d'envisager que ce soit un itinéraire lui-même. Mais qu'au travers de Defimed, on puisse apporter des compléments, comme on l'a vu là dans l'exemple des agences de tourisme, apporter un complément technique, des supports de réflexion scientifique ou faire un lieu d'échange pour les itinéraires circum-méditerranéens, oui, effectivement, je verrais plutôt l'action de Defimed à ce niveau-là, effectivement. C'est-à-dire concrètement, parce que déjà la démarche, pour qu'on comprenne, parce que ça peut être effectivement le fil conducteur de cet atelier, c'est qu'on voit qu'il y a encore une fois des initiatives, on a vu hier, isolées, il y a des initiatives de réseau qui existent et des territoires emblématiques, du coup, comme le Pays de Grâce, comme on l'a entendu avec Pascal tout au début. Donc l'idée, ça serait de relier des sites qui peuvent être des territoires, mais qui peuvent être aussi, si j'ai bien compris, des petits sites. Ce n'est pas obligatoirement une commune, ça peut être un endroit d'une commune, ça peut être, ou c'est obligatoirement déjà une collectivité territoriale qui doit participer. Non, c'est ouvert aux collectivités et aux acteurs individuels. Donc, si on avait, que je comprenne bien, si on avait une chaîne de producteurs écotouristiques dans le réseau Defimed qui partagent une même thématique, là, on a bien compris. On pourrait imaginer déposer une demande d'itinéraire culturel euro-méditerranéen. C'est possible aussi donc d'englober la rive sud pour relier ces producteurs à travers cette thématique. On est bien d'accord? Oui, tout à fait. Les exemples de l'olivier et de la route de la vigne, je les ai cités pas par hasard, c'est parce qu'effectivement, ils ont des partenaires, que ce soit au Liban, en Tunisie, au Maroc. À ma connaissance, c'est les 3 pays du Sud qui participent à ces différents itinéraires.
Et alors, le dépôt, tu l'as bien précisé, il n'y a pas de budget. Hein. Quand on dépose un dossier, il n'y a pas de budget de la part de l'Europe. Hein. C'est-à-dire qu'il va par contre y avoir une validation officielle, une reconnaissance de l'action et donc une promotion à travers Internet. Et après, tu m'expliquais que sur les sites parcourus, les collectivités territoriales peuvent mettre en œuvre des actions locales qui vont valoriser ces sites. C'est ça ? Tout à fait, voilà. Après, c'est aux différents acteurs de se prendre en charge pour animer leur partie de territoire ou leur exploitation, si c'est des acteurs individuels. Mais je crois que la bonne illustration, c'est ce dont parlait Anne-Cécile avec ses viticulteurs de son coin, exactement. Donc, tous ces viticulteurs pourraient adhérer à l'itinéraire culturel de la vigne et développer leurs activités sur leur territoire avec le label de l'Europe. Très bien, d'accord. Mais c'est d'ailleurs Anne-Cécile réagit là-dessus. Alors, et dernière question, et puis je vais laisser notre présidente intervenir aussi et réagir. Est-ce qu'on peut renforcer un itinéraire existant? Par exemple, tu parlais des routes de l'Olivier. Est-ce que Defimed peut le solliciter la possibilité d'exister avec d'autres sites et renforcer cette route-là? Tout à fait, oui, oui. D'accord. Donc là, il faut s'adresser au leader, hein, je pense, au chef de file. Voilà, exactement. Donc, je vous ai mis le lien vers la présentation de tous les itinéraires. Et là, vous avez des fiches avec les contacts de ces différents itinéraires. Mais effectivement, Defimed pourrait très bien adhérer à la route de l'Olivier, puisqu'elle a beaucoup d'acteurs qui travaillent dans le domaine de l'olivier ou de la vigne. Et à partir de là, participer aux actions ou faire labelliser ces actions. Par exemple, si Defimed organise une conférence sur l'écotourisme et la vigne, eh bien, elle pourrait être labellisée par le réseau de la vigne. Très bien. Il y a Philippe Verguin qui est du ministère qui réagit, effectivement, qui fait référence d'ailleurs aux routes des Phéniciens, mais qui approuve tout à fait ce type de dynamique. Mais Philippe, on t'entendra après manger, parce que tu es porteur d'un très très beau projet. Peut-être tu pourras nous en parler. Mais en tout cas, dans cette réflexion-là, vous êtes précieux tous les deux, parce que comme Anne-France, je vais la laisser parler à ce niveau-là, mais clairement, nous affichons notre volonté, bien sûr, d'itinéraire. Alors, de l'écotourisme, mais bien évidemment, l'écotourisme, on a bien conscience que c'est trop vague et trop transversal. Et à nous de… Alors, le chat est très intéressant. Cécile aussi a réagi, hein, voir s'il y a cette dimension éducative qui est très importante pour nous aussi, hein, à travers ça. Tout à fait. Donc, il faudrait qu'on réfléchisse. Si on invente notre propre itinéraire qui se démarque des autres, mais qui peut les croiser, ça peut être intéressant aussi. Ou si on vient renforcer un itinéraire… Deux petites interventions en complément de ce que tu viens de dire et puis de ce qu'il y a sur le chat. Alors d'abord, effectivement, les opérations avec les jeunes et les échanges internationaux avec les jeunes sont très importants pour avoir le label du Conseil de l'Europe. Et ce que vous avez fait avec les expériences d'écotourisme récemment, là, vous pouvez très bien s'intégrer là-dedans. Il faut qu'il y ait une thématique qui se rapproche d'une thématique d'un itinéraire quelconque. Voilà. Donc, Yves demande si on peut avoir des mini-itinéraires locaux qui s'intégreraient. Voilà, c'était la deuxième réflexion que je voulais faire par rapport à cette remarque. Bien sûr, tout à fait. À partir des itinéraires principaux, il y a des possibilités de créer des boucles locales qui viennent s'intégrer à l'itinéraire. C'est ce que fait par exemple Saint-Martin-de-Tours. Sur l'itinéraire Saint-Martin-de-Tours, ils ont développé deux choses intéressantes. D'abord, quelque chose qui s'appelle la voie verte et qui est la prise en compte de toutes les expériences d'écotourisme qui se déroulent à 20 km autour de la route principale. Et puis, deuxièmement, des boucles locales qui font une centaine de kilomètres parfois, qui permettent de visiter un secteur particulier et donc là qui s'adresse à des gens
parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, personne ne va se lancer dans Compostelle du bout enfin très peu de gens vont se lancer dans Compostelle d'un bout à l'autre, mais par contre, de plus en plus de gens vont venir pour passer une semaine ou simplement un week-end sur un secteur du parcours. Donc le développement des boucles locales est très important aussi. Je citais Stevenson tout à l'heure en parlant des Cévennes, mais Stevenson, il a vécu une partie de sa vie dans la forêt de Fontainebleau. Et autour de Fontainebleau, vous avez des mini-circuits Stevenson qui ont été développés là. Anne-France? Oui, alors donc moi je comprends bien et je trouve ça très intéressant hein, qu'on puisse, j'imagine, effectivement sur des thèmes existants ou des circuits existants dans notre périmètre à nous, hein, en méditerranéen, monter en quelque sorte des événements valorisant tout ça. Moi je me posais la question éventuellement de la création d'un nouvel itinéraire. Alors, je ne parle pas de notre itinéraire Euromède avec des grands territoires, hein, j'ai bien compris que ça, c'est beaucoup trop vaste. Mais est-ce qu'il est possible, rêvons un peu, imaginons qu'on trouve un thème méditerranéen qui rassemble plusieurs personnes, qui soit culturel, sportif, patrimonial ou tout ce qu'on veut. Le portage de ce genre de projet d'itinéraire pour qu'il soit reconnu par le Conseil, c'est une démarche longue, lourde, qui suppose donc, si je comprends bien, qu'on ait au moins 3 pays. Est-ce qu'on peut imaginer la création ou est-ce que ça vous paraît trop ambitieux ou trop long, quoi, je ne sais pas. Trop long. Trop long, ah oui, c'est ça, c'est très long. De toute façon, il faut que ces projets-là soient ambitieux et puis surtout très longs. Par exemple, on parlait hier de D'Artagnan, la route d'Artagnan, l'association, donc l'idée est venue avant, mais l'association s'est créée en 2014 et aujourd'hui, ils n'en sont qu'à la demande de labellisation. D'accord, ok. Voilà. Oui, donc d'accord, je comprends. Donc on a plutôt intérêt, effectivement, plutôt qu'à partir. Je crois que c'est plus carré, il vaut mieux qu'on le sache parce qu'il peut y avoir dans notre projet de coopération des initiatives comme celle-là qui sont emballantes. Hein. Donc plutôt que de partir sur quelque chose qui épuiserait tout le monde et nos ressources qui ne sont pas forcément comme celles de la planète infinie, il faut peut-être mieux qu'on travaille peut-être à ce moment-là sur la valorisation ou la mobilisation de nos moyens sur des choses existantes, mais qui confortent notre volonté d'un itinéraire méditerranéen. Quoi. Je comprends ça. OK. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes veulent réagir? C'est toujours l'intérêt, alors là on parle des itinéraires, mais c'est toujours ce côté intelligence collective qui m'intéresse, moi. C'est qu'on voit qu'il y a des potentiels là de réseau, vraiment. Et ces réseaux sont encore trop cloisonnés, à notre sens et à mon sens, dans le sens où on voit qu'il y a des initiatives collectives qui existent sur les territoires ou même à l'international, mais qui ne sont pas connues ou qui sont souvent très proches les unes des autres sans forcément bien se connaître. Donc ma question, c'est effectivement de voir de quelle manière on pourrait questionner la mise en lien de ces réseaux l'année prochaine. Et encore une fois, avec une démonstration pilote lors du mois d'octobre, permettant de montrer que cette fédération d'initiatives pourrait être très pertinente. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous, dans le dernier quart d'heure qui reste, pourraient réagir avec quelques idées, mais en tout cas dans la suite de cette université, de cet atelier, c'est en ce sens-là que je reviendrai avec vous et voir comment on pouvait imaginer ça. Quand même, dernière question, Pierre, parce que il y a vraiment quelque chose qui me trouble dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, l'initiative peut venir d'une chaîne d'agences, de producteurs. Donc, si Defimed, alors moi je suis d'accord avec Anne-France, si c'est un peu usine à gaz, il faut le dire quand même, hein, donc si c'est... et alors je ne parle pas si en plus il y a quelques Covid qui passent par-ci par-là, mais imaginons quand même qu'on veuille créer un itinéraire avec une thématique bien ciblée et avec donc un ensemble, par exemple 100 producteurs répartis dans 3 pays méditerranéens. Là, on a tout à fait les éléments pour déposer notre dossier, on est bien d'accord, hein. Il suffit simplement d'identifier les producteurs et de dire qu'ils sont partants tous pour mutualiser leur expérience. Non, il ne suffit pas de dire qu'ils sont partants. Il va falloir prouver que vous avez déjà une existence d'au moins 3 ans avec un bilan d'activité. Voilà.
D'accord. Donc, il y a une sorte d'itinéraire fantôme qui doit précéder l'itinéraire officiel. L'association doit préexister effectivement et avoir une activité avant de demander le label. Ah oui, Et, non, mais notre association existe depuis 11 ans, donc là, on n'a pas oui, trop de soucis à ce niveau-là. D'accord, d'accord. Bon, très bien. mais effectivement, les activités d'EFIMED correspondent tout à fait à ce qui peut être demandé. Maintenant, le problème, c'est de trouver la thématique qui pourrait unir tout ça. Alors, c'est pas, nous, on a tous les registres. Alors, c'est pas là-dessus qu'on peut être démuni. Maintenant, tu citais l'exemple des expériences des portes ouvertes sur les Alpes-Maritimes qu'on a organisées cet automne, hein, c'est ça. Ou d'ailleurs du Day-Tour vertueux, donc des expériences portées par les jeunes entre 5 pays méditerranéens. Et c'est vrai qu'on n'est pas démunis. Si tu veux, on peut trouver une thématique. Simplement, le problème, c'est que nos portes ouvertes des Alpes-Maritimes sont très transversales. Et du coup, effectivement, si on doit resserrer une thématique pure, alors ça va être peut-être, je ne sais pas, l'hébergement, ça va être la ferme, ça va être la ferme pédagogique, ça va être ce genre de choses. Pas dit qu'on trouve un itinéraire, et surtout sur le territoire même, qui traverse et qui puisse être associé. Parce que je comprends bien quand même que si nous voulons nous raccrocher à un itinéraire, il faut évidemment que ce soit quand même lié géographiquement à l'itinéraire. Oui, oui, bien sûr. Hein, donc, si la route des Phéniciens ne traverse pas les Alpes-Maritimes et qu'on organise des portes ouvertes phéniciennes dans les Alpes-Maritimes, ça ne marchera pas. Il va falloir le justifier. Oui, c'est ça. Bon, d'accord. Anne-Cécile. Il y a quand même 40 itinéraires, donc il y a de quoi trouver, il y a matière à trouver. Je vois que Philippe Verguin disait qu'il y avait aussi l'itinéraire des Phéniciens qui concernait la Méditerranée. Il y en a d'autres. Mais par exemple, sur le sud de la France, il y a Compostelle, il y a la route d'Artagnan, il y a la route Napoléon, et il y a déjà quand même pas mal, il y a la route de la Vigne, la route de l'Olivier. Donc il y a déjà 5 routes qui passent par ce quart sud-est de la France. Donc, je crois que notre valeur ajoutée, je ne sais pas si Philippe l'entend dans ce sens-là, dans son chat, mais notre valeur ajoutée, vraiment, c'est aussi l'animation. Et quand il y a différents itinéraires qui portent tous quelque part de l'écotourisme, puisque ce sont quand même des itinéraires, donc forcément de la visite. Alors, il n'y a pas forcément d'hébergement, mais quand même, si c'est des itinéraires assez grands, est-ce qu'on ne peut pas imaginer poser un projet qui puisse relier ces itinéraires à travers une formule qui va être l'expérientiel, par exemple, le savoir-faire, le retour d'expérience, enfin voilà. Moi, je m'intéresse depuis un certain temps aux itinéraires culturels européens. Je trouve que ce qui manque à ces itinéraires, c'est la vie. C'est-à-dire le retour d'expérience, toujours, ce qui est fait. Alors, on a une sorte de vitrine. Par exemple, je prends la route des céramiques. Mais qu'est-ce qui s'y passe exactement dans la route des céramiques? Quels sont les événements, éventuellement les animations qui sont mises en place? Qui les emprunte? Qui se partage ces routes-là? Je n'ai pas de vision et j'ai l'impression qu'il n'y en a pas en réalité. Il y a une vitrine et puis il n'y a pas de vie derrière. Je dirais que tu n'as pas choisi le meilleur exemple avec la route de la Je fais exprès, hein, je fais exprès. Mais c'est les édifices clunisiens, par exemple, c'est impressionnant. L'itinéraire culturel clunisien est très impressionnant, qui va jusqu'en Écosse, si je me souviens bien, en Pologne, avec bien sûr Cluny. Bon, qui partage ça? Qu'est-ce qu'on y trouve, mis à part des édifices? Bon, d'accord, mais comment animer une communauté de personnes, de visiteurs? Et c'est peut-être là que Defimed a un rôle à jouer. C'est dans la valorisation et la dynamisation de ces routes qui me semblent quand même vides. J'insiste et j'exagère un peu, mais voilà, c'est une sorte de catalogue, mais on ne sait pas ce qui s'y passe et on ne sait pas si c'est mort, s'il y a des gens qui y vont. Tu vois, c'est un petit peu le problème aussi de tout ce qui vient du top-down, n'est-ce pas? C'est qu'on pond des choses très intéressantes, parce que je trouve que c'est une initiative remarquable, hein, les itinéraires culturels européens, mais voilà, il n'y a pas de vie, quoi. Voilà, il n'y a rien. On n'a pas de retour d'expérience. Et j'insiste, voilà, je ne sais pas, peut-être qu'on sort des cases, certainement, mais j'aimerais que Defimed joue peut-être son rôle de relieur à travers des expériences écotouristiques pleines, expérientielles, que nous proposent des Anne-Cécile, Jean-Luc, Jean-Pierre et d'autres, et qui pourraient s'abriter et habiter ces itinéraires-là.
Ouais, les itinéraires, globalement, manquent de visibilité et sont très mauvais en communication. Ils font des animations très locales, ça manque d'ampleur, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un peu ce que disait Anne-Cécile tout à l'heure pour ces viticulteurs, c'est exactement ça. C'est des petites entités qui sont réparties sur le territoire et qui manquent de moyens de cohésion et de valorisation. Donc, il y a des choses qui se passent. Je suppose que les agriculteurs, les viticulteurs d'Anne-Cécile, ils font des portes ouvertes dans leur chai, qu'ils accueillent des gens à la ferme, mais ça reste sans visibilité, quoi, sans notoriété. Et effectivement, c'est ce qui manque aux itinéraires globalement. Bon, et pour la question du financement, effectivement, Anne-Cécile et Philippe ont échangé. Bon, Philippe précise que les savoir-faire, ça peut fonctionner. Il cite le parfum, le chocolat. Alors, c'est vrai qu'on est gâtés, hein, nous, Defimed, à Grasse, parce que là, on peut partir sur quelque chose de puissant, avec un patrimoine immatériel UNESCO. Maintenant, bon, les parfums, je ne sais pas si on peut étendre un itinéraire sur la thématique du parfum. C'est le savoir-faire, moi, qui m'intéresse, le savoir-faire vert, notamment. Donc, voilà, c'est là où je pense qu'il y a quelque chose à faire. Par contre, Philippe, tu as mis quoi? Ce sont des aspo-coations, c'est quoi? Donc, pour les financements, parce qu'Anne-Cécile a raison, c'est bien gentil que Defimed se lance là-dedans, mais ça nécessite du temps et donc de l'argent, parce qu'il faut des animateurs, il faut porter ça. Ce n'est pas forcément des gros budgets. Donc là, on va peut-être faire appel à des territoires et des sites, peut-être, des collectivités territoriales sur la route, qui vont peut-être dire, ben, nous, ça nous intéresse de créer un événement, peut-être, et de lancer un appel à projet à ce niveau-là pour mettre en valeur depuis notre site ce qui est fait à travers cet itinéraire. Ça serait ça, Pierre? Il y a effectivement le recours pour lancer l'itinéraire à des programmes européens du genre Leader, COSME ou autres, même Erasmus éventuellement, en commençant par les enfants, par les jeunes, qui va permettre de lancer les liens, de commencer à tisser le réseau. Donc c'est aussi comme ça que les routes débutent en général. Par exemple, d'Artagnan, dont on parlait hier, ils ont commencé par un programme COSME. Ah, d'accord, c'est ça. Ah, je ne le connais pas, celui-là. D'accord, très bien. Et je retiens effectivement la remarque d'Anne-Cécile. Ça peut être très, très intelligent de faire quelque chose entre saveur et senteur. Déjà, on élargit un peu plus que les parfums. Et là, on peut croiser. Mais je conclus un petit peu comme Anne-France. Moi aussi, mon impression personnelle, c'est que pas la peine de se lancer dans une usine à gaz. De toute façon, on n'en a pas les moyens. Il faut être très clair, les ressources humaines. Pour un résultat qui pourrait être mitigé, créer à nous seuls et porter un nouvel itinéraire est certainement énergivore. En tout cas, capitaliser à travers d'autres itinéraires et peut-être apporter une vraie valeur ajoutée, ça peut être intéressant. Oui. Mais bon, il n'y a pas que les itinéraires. Je pense qu'il faut qu'on travaille tous ensemble, tous ceux avec qui nous avons pu échanger. Et encore une fois, merci à vous tous. On peut aussi travailler sur d'autres aspects que les itinéraires purs. Hein, donc, on n'est pas figé là, on n'est pas bloqué. À nous d'inventer aussi le bottom-up et d'être beaucoup plus souple et montrer qu'on est agile, souple, efficace et rapide. Voilà, donc ça, c'est plus dans nos cordes. Eh bien, un grand merci à vous tous. Ça a été une nouvelle fois très, très riche. J'espère que Patricia a pu s'en sortir parce que la pauvre, elle doit déjeuner et nous faire la synthèse pour le début d'après-midi. C'est la moins bien gâtée, Patricia Lebras. Merci à toi, Patricia, qui est chargée de la communication au sein de Defimed. Et puis, on se retrouve, si vous le pouvez, cet après-midi, donc pour 13h20, 13h30. Pour un atelier très surprenant, je le dis d'avance, ça c'est sûr, et moi-même je serai le premier surpris. Bon appétit à tous. Merci.